est le frère de Helmut Ngeleka, son propre frère. Sandra Mbiyi, directeur général à l'STP, et Julie Chikou sont ses cousines. Et Yenga Sakina, alias Marthe Kassalou, l'impératrice d'Allemagne d'Afrique. Mama Wana Yamouyibi. Mais quand je vais parler ici, on va me dire, mais pourquoi tu parles de la maman de quelqu'un? Je vais vous expliquer les liens. Marthe Kassalou a des frères. Il a un frère qui s'appelle Chikou. Je crois qu'il était professeur. Chikou, c'est donc le père de ces petits frappeurs d'Anthony Chikou. Quand on vous parle d'Anthony, Anthony Kankou, on vous parle de Tony, comment il Tony, voilà. Tony Kankou Chikou. Tony Kankou Chikou, aza lipasa. Yaya naye, lipasa naye yeyo, Julie Mbouyi Chikou. Julie Mbouyi Chikou et Tony Kankou sont les enfants, les jumeaux du frère de Marthe Kassalou, maman ya Helmut Ngeleka. Donc, moi, Nanaye Tony Kankou, c'est un frappeur, Moyibi Yambongo. C'est lui qui gère des millions aujourd'hui. Nièce, ya Marthe Kassalou. Moi, na yandekone à Mobali. Oyo ya moi si, Julie, Lipa Sanaye, a commis ministre na portefeuille na Congo. Maintenant, Sandra Mbiye ici. À côté du professeur Chikou, Marthe Kassalou a un autre frère. Le frère là, il s'appelle... attends... Papa Yabambi yo zana luka kombo na ye. Bato yo soki baza bandokite c'est que kindoki ezalakate. Je vous dis ça tout le jour et je le répète. Je vous dis ça et je le répète. Marthe Kassalou a donc d'un côté son frère, le professeur Chikou, qui est le père de Julie Mbouyi, ici. Et à côté, Marthe Kassalou a un autre frère qui s'appelle Kibonge. Et Kibonge, c'est le père de Sandra Mbiye. Donc, dans cette affaire rocambolesque, où la République va être condamnée, risque d'être condamnée, à payer 4 milliards de dollars américains, voilà les acteurs principaux. Cette famille mafieuse ici. Donc, vous avez d'un côté Thierry Tshisekedi, qui est le frère d'Helmut Ngeleka. Vous avez Sandra Mbiye, qui est la fille du frère de Marthe Kassalou, et Yengasaki na Mwangeleka, alias Marthe Kassalou, qui est directeur général de la STP. Vous avez la frappeuse ici, Julie Mbouyi Chikou, qui est la grande sœur de Tony Kankou, Bango, Bagnès, ya maman Marthe Kassalou. Et vous avez Pablo Escobar. Vous avez El Chapo Guzman, le chef du cartel mafieux de l'Allemagne d'Afrique. Oyamuto ya Mwindu Oyo, Elima ya Mwindu Oyo, Helmut Ngeleka, alias Félix Tshisekedi. Voilà. Le tableau est peint. Maintenant, je vous donne des informations. Pays Service vient en République démocratique du Congo. Pays Service veut signer un accord. Il signe des protocoles d'accord avec le Congo. Pays Service est un service de FinTech, c'est-à-dire on veut numériser l'administration en République démocratique du Congo et on veut mettre en place un système de banque en ligne. Et on fait un montage du projet. Ce montage du projet va permettre à la République de gagner dans les 8 milliards de dollars américains là. Ça se passe comment? L'affaire arrive. Kadeco signe le contrat ou le protocole d'accord. Mais puisqu'il s'agit des histoires de postes Yabambongo, ça tombe entre les mains de la cousine Sandra Mbiye, qui lui est directrice à la STP. Sandra Moyibi comme son frère. À l'époque déjà, Julie Mbouyi Chikou est conseillère auprès du ministre de la Défense, et plutôt le ministre des Finances, Nicolas Kazadi. La République devait sortir sa quote-part dans le projet, c'est 20 millions de dollars. Julie Mbouyi demande 10% selon l'article. Bappé, ça y est, 10%, c'est-à-dire 2 millions de dollars. Mbongwe Bimite va bloquer l'affaire. Il y a eu un conflit à Moyibi entre deux cousines de M. Ngeleka en train de se battre.
D'un côté, vous avez les enfants de Chikou, représentés dans cette affaire mafieuse par Julie Mbouyi Chikou. De l'autre, vous avez les enfants de Kibonge, représentés ici par Sandra Mbille. Et je voudrais ici vous ouvrir une parenthèse. Lorsqu'on parle de la famille de Marthe Kassalou, lorsque je viens ici et que je m'en prends à Eyenga Sakina alias Marthe Kassalou, lorsque je viens ici et que je m'en prends à Elmouté Signake Rwangeleka, les gens viennent me dire ici, non, écoute, le combat, ce n'est pas la famille, le combat, ce n'est pas ceci. Mais regardez, aujourd'hui, nous sommes menacés de payer 4 milliards de dollars aux États-Unis d'Amérique. 4 milliards. Parce que la famille maudite ici, Miyi Bioyo, va décider. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que 2 cousines sont en train de se disputer parce que Mbongo Zaebele. Le frère Thierry Tshisekedi fait un tour aux États-Unis d'Amérique, il lui tombe sur le dossier. Oh, il dit, mais le pouvoir, c'est quand même nous. C'est vrai que nos cousines, ils sont en train d'en profiter, mais ils ne peuvent pas gagner autant d'argent. Thierry Tshisekedi va voir ces gens de paye-service. Ngai, naza frère personnel, wana ma cousine, na mutamakila. Naza mutamakila. Je peux vous amener chez mon frère. Et mes caméras indiquent que Thierry Tshisekedi va négocier aussi Mbongo. On lui a donné de l'argent, comme les frères de Tshisekedi. Il va supplanter ses 2 sœurs ici. Il amène la société immédiatement, c'est les bandits. Chapo El Goussouman et le Moutengeleka. Baye pas El Moutengeleka. La société explique à El Moutengeleka qu'il a déjà engagé de l'argent, il a déjà fait ceci, il a déjà fait cela, et tout ça, tout ça, tout ça. Ngeleka va intervenir. Il demande à Wameso, cet autre frappeur, Wameso, un autre dont le nom est toujours cité dans les histoires compliquées. Rappelez-vous ici que dans l'affaire Gettler, quand on a commencé à citer Mbongo Moyibi à Gettler, le nom de Wameso était dedans. Ce monsieur a toujours été cité là où il y a des histoires floues. Monsieur Wameso. Mais voilà que Ngeleka l'a enlevé comme directeur des cabinets adjoints. Ngeleka l'a bombardé aujourd'hui comme gouverneur de la Banque centrale. Donc, pour piller la République. Piller encore et encore. Bazou Bakotisi Wameso. Ngeleka va dire, ok, Thierry, son frère, amène les dossiers. Ngeleka amène Wameso à Kotanakat. Wameso rentre à l'intérieur. Il y a un conseiller chargé des investissements à la présidence qui lui aussi, pour qu'il fasse ses notes, il exige l'argent. Et par-dessus tout, vous avez un autre escroc cité dans ces dossiers qui s'appelle Anthony Kinzo. Anthony Kinzo, directeur de cabinet de Moutengeleka. Son nom est cité dans la plainte. Anthony va s'allier maintenant avec les autres ici pour brouiller toutes les cartes et empêcher Ngeleka de pouvoir agir dans cette affaire. Anthony est pasteur. Quand je viens parler des pasteurs ici, on me dit non, tu as fait un peu de trop, Banga Basali Nanzame, Banga Basali na ceci. Anthony est pasteur, il prêche chez Roland Dallot. Dans la plainte, Anthony est aussi cité. Donc, l'affaire, une affaire d'intérêt familial, les sœurs, les cousines, les frères s'entretuent pour des raisons de commission, de corruption et d'argent. Malheureusement, la République se retrouve Nakatia Makambo Wana, Lelo Nderetozolo Baboe. La société dit avoir investi des centaines de millions de dollars. Et là, la société est allée porter plainte à Lindao aux États-Unis d'Amérique. Depuis plusieurs mois, l'affaire dite Pays Service FinTech occupe une place croissante dans les débats politiques, économiques et médiatiques en République démocratique du Congo. Présentée par certains comme un simple différend commercial ou réglementaire, elle est décrite par d'autres comme une preuve supplémentaire d'un climat hostile aux investisseurs, voire comme une ingérence politique directe de l'État congolais dans les activités du secteur privé. Cette affaire dépasse largement le cadre d'une entreprise de services financiers numériques. Elle touche à des questions beaucoup plus sensibles, la gouvernance économique, la régulation du secteur FinTech, la souveraineté de l'État, la transparence institutionnelle, mais aussi l'image internationale de la RDC dans un contexte de concurrence accrue pour attirer les capitaux étrangers.
À travers cette analyse, je propose une lecture globale de l'affaire PayService FinTech en replaçant les accusations dans leur contexte politique, juridique et économique, tout en examinant les motivations possibles des différentes parties prenantes. L'objectif n'est pas de trancher de manière définitive, mais de comprendre ce qui est réellement en jeu, au-delà des discours émotionnels ou partisans. Un contexte général de l'affaire PayService FinTech. PayService FinTech s'est imposé comme un acteur important dans le domaine des paiements électroniques et des solutions numériques financières en RDC. Dans un pays où l'inclusion financière reste un défi majeur, les fintechs ont souvent été perçus comme des solutions innovantes capables de pallier les faiblesses structurelles du système bancaire classique. Cependant, comme dans de nombreux États africains, le développement rapide des fintechs s'est heurté à un cadre réglementaire parfois flou, évolutif, voire contradictoire. En RDC, ce secteur se trouve à la croisée de plusieurs autorités, la Banque centrale, les ministères sectoriels, les services fiscaux, mais aussi les structures de sécurité financière. C'est dans ce contexte que PayService FinTech affirme avoir été la cible de mesures jugées arbitraires, allant de restrictions administratives à des blocages opérationnels, voire à des accusations pénales. Selon la version défendue par l'entreprise et ses soutiens, ces actions seraient motivées non pas par des manquements réels, mais par des intérêts politiques ou économiques obscurs. 2. Nature des accusations contre le gouvernement congolais. Les accusations portées contre le gouvernement congolais dans cette affaire se déclinent en plusieurs volets. Abus de pouvoir et interférences politiques, violation des droits des investisseurs, non-respect des engagements contractuels, instrumentalisation des institutions de régulation, climat d'insécurité juridique pour les entreprises privées. Certains discours vont même jusqu'à évoquer une stratégie délibérée de mise sous pression visant soit à forcer une prise de contrôle indirect, soit à favoriser des acteurs concurrents proches du pouvoir. Ces accusations, souvent relayées dans des cercles internationaux, posent un problème majeur pour l'image de la RDC. Elles nourrissent un récit déjà bien connu, celui d'un État incapable de garantir un environnement d'affaires stable et prévisible. Cependant, il est essentiel de souligner que toute accusation reste une allégation tant qu'elle n'est pas étayée par des décisions judiciaires définitives. Le risque, dans ce type d'affaires, est de confondre communication stratégique et réalité juridique. 3. Le rôle de l'État dans la régulation des fintechs. Il est important de rappeler un principe fondamental. L'État a le droit et le devoir de réguler les activités financières. Les fintechs, malgré leur image moderne et innovante, manipulent des flux financiers sensibles, des données personnelles et parfois des fonds publics. Dans un pays comme la RDC, marqué par l'évasion fiscale, le blanchiment d'argent et les circuits financiers informels, les autorités sont particulièrement vigilantes. Une intervention de l'État n'est donc pas automatiquement synonyme d'abus. La question centrale est plutôt la suivante. Index ouvert pointant vers la droite blanc, les actions menées contre PayService FinTech relèvent-elles d'une application normale de la loi ou d'un usage sélectif du pouvoir? C'est ici que le débat devient complexe, car il met en opposition deux narratifs. Celui de l'entreprise, qui se présente comme victime. Celui de l'État, qui invoque la nécessité de conformité et de sécurité financière. Point sur le plan politique, l'affaire PayService FinTech intervient dans un contexte de forte polarisation. Toute décision de l'État est immédiatement interprétée à travers un prisme politique, soutien ou opposition au régime, continuité ou rupture avec les pratiques du passé. Les opposants au pouvoir utilisent cette affaire pour renforcer un discours déjà existant sur la mauvaise gouvernance, la captation des ressources et l'absence de réformes structurelles réelles. À l'inverse, les partisans du gouvernement dénoncent une manipulation médiatique, parfois orchestrée depuis l'étranger, visant à affaiblir les institutions nationales. Ainsi, PayService FinTech devient plus qu'une entreprise. Elle devient un symbole, instrumentalisé par différents camps pour servir des agendas politiques divergents. Point mon analyse personnelle sur l'affaire PayService FinTech. À mon sens, l'affaire PayService FinTech ne peut être réduite à une lecture simpliste opposant un État oppresseur à une entreprise victime. La réalité est beaucoup plus nuancée. Je considère que le gouvernement congolais porte une part de responsabilité, non pas nécessairement dans l'intention, mais dans la méthode. Le manque de transparence, la lenteur des procédures et l'absence de communication claire renforcent la perception d'arbitraire, même lorsque l'État agit dans un cadre légal. Cependant, je pense également que certaines entreprises fintech exploitent volontairement le flou réglementaire, puis crient à l'injustice dès que l'État tente de reprendre le contrôle. Dans ce jeu, la victimisation devient un outil de pression, notamment à l'international. Mon analyse me conduit à penser que cette affaire révèle avant tout une faiblesse institutionnelle structurelle. Un État qui peine à réguler efficacement un secteur en mutation rapide et des entreprises qui avancent parfois plus vite que la loi.
Plutôt que de chercher des coupables uniques, il serait plus utile d'y voir une opportunité de réforme. Clarification du cadre légal, renforcement des capacités de régulation, dialogue réel entre autorités et acteurs privés. Point si cette affaire n'est pas résolue de manière équilibrée, les conséquences pourraient être lourdes. Retrait ou hésitation des investisseurs. Méfiance accrue envers les institutions. Radicalisation des discours politiques. Frein à l'innovation locale. À l'inverse, une résolution transparente pourrait servir de précédent positif, montrant que la RDC est capable de gérer des conflits complexes de manière responsable.